Il l'a mise dehors un soir de pluie. Enceinte de 7 mois. Avec une valise et aucune explication. Il pensait qu'elle allait mendier. Supplier. Revenir. Elle n'est jamais revenue. Mais 3 ans plus tard, le jour où il a poussé la porte de l'hôpital familial pour sauver son poste, il a vu son nom gravé sur la plaque dorée à l'entrée. Directrice générale. Elle. Et là, debout devant lui, en tailleur blanc immaculé, elle l'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on a déjà oublié. Si tu veux savoir comment une femme qu'on a humiliée dans le noir est devenue la lumière que personne ne pouvait éteindre, abonne-toi maintenant, active la cloche, et laisse en commentaire, elle méritait mieux, pour que je sache que tu es là. Parce que cette histoire, elle va te rester longtemps. Dakar, quartier des Almadies. Une villa blanche derrière un mur d'enceinte gardé 24 heures sur 24. Des bougainvilliers orange débordant sur la terrasse. Une piscine turquoise qui réfléchissait le soleil du matin comme un miroir d'arrogance. C'était la maison de Moussa Traoré, 52 ans, fils unique de feu docteur Ibrahima Traoré, fondateur de la clinique Traoré, le plus vieux et le plus réputé des établissements médicaux privés de la capitale sénégalaise. Moussa n'avait jamais exercé la médecine. Pas une seule fois. Il avait fait un master de gestion à Paris, était rentré avec des chaussures italiennes, un accent parisien trop appuyé, et la certitude absolue que le nom de son père lui suffisait pour diriger le monde. Il avait épousé Aïda Foll 6 ans plus tôt. Aïda Foll. Fille de magistrat, ancienne majeure de promotion à la faculté de médecine de Dakar, spécialiste en chirurgie obstétrique. Une femme qui avait choisi Moussa non pas par naïveté mais par un amour sincère, honnête, le genre d'amour qui croit encore que les gens peuvent être meilleurs qu'ils ne le montrent. Les premières années avaient été douces. Moussa aimait parader avec elle dans les salons de la bonne société dakaroise. Une épouse médecin, belle, élégante, discrète. Un trophée vivant qu'il sortait au dîner et remettait en boîte à la maison. Mais Aïda travaillait. Beaucoup. Trop, selon Moussa. Tu passes plus de temps à l'hôpital qu'avec moi, lui reprochait-il. Je sauve des vies, Moussa. Et ma vie à moi? Tu y penses? Elle y pensait. Constamment. Elle pensait à lui quand elle rentrait épuisée à 22 heures et qu'il dormait déjà, ou faisait semblant. Elle pensait à lui quand elle avalait son café debout à 6 heures du matin parce qu'il refusait de déjeuner avec elle. Elle pensait à lui quand elle gardait pour elle les promotions, les félicitations de ses supérieurs, les prix académiques, pour ne pas le mettre mal à l'aise. Elle réduisait sa lumière pour que son ombre à lui paraisse plus grande. Et puis la grossesse était arrivée. Aïda avait annoncé la nouvelle un soir d'octobre, assise à la table du dîner, les mains croisées sur la nappe brodée, un sourire timide sur les lèvres. Je suis enceinte. 2 mois. Moussa avait posé sa fourchette. Ce n'est pas le bon moment. Pardon? J'ai des dossiers compliqués à la clinique. Mon père est mort il y a 8 mois, je reprends à peine les rênes. Un enfant maintenant, c'est un enfant, Moussa. Notre enfant. Il n'avait rien ajouté. Il s'était levé, avait pris son téléphone, et était sorti sur la terrasse. Aïda était restée seule avec son ventre encore plat et une vérité qu'elle n'était pas encore prête à formuler. Les semaines suivantes avaient été froides. Moussa dormait dans la chambre d'amis. Il rentrait tard. Il ne posait pas de questions sur la grossesse. Pas de rendez-vous médicaux partagés. Pas de prénoms discutés. Comme si cet enfant n'existait pas. Et puis, un jeudi soir, alors qu'Aïda était au 7e mois, il était rentré avec une expression fermée et un silence tranchant comme du verre. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Je veux que tu partes. Aïda avait cru mal entendre. Je veux que tu quittes cette maison. Demain matin. Moussa, je suis enceinte de 7 mois. Je sais. De ton enfant. Je sais. Il l'avait dit comme on dit une évidence ennuyeuse. Sans tremblement dans la voix. Sans honte. Et c'est ce calme-là qui avait brisé quelque chose définitivement dans la poitrine d'Aïda. Pourquoi? Il n'avait pas répondu. Elle comprendrait plus tard. Beaucoup plus tard. Qu'il y avait une autre femme. Plus jeune. Fille d'un associé commercial. Et que Moussa avait besoin d'espace pour une nouvelle vie qu'il avait déjà commencé à bâtir dans son dos. Le lendemain matin, sous une pluie fine et mélancolique de novembre, Aïda Foll Traoré avait quitté la villa des Almadies avec une valise, son diplôme encadré,
son stéthoscope et un enfant de 7 mois dans son ventre. Elle n'avait pleuré qu'une seule fois. Dans le taxi. Et puis plus jamais. Elle était allée chez sa cousine Rokhaya, à Mermoz. Un appartement de 2 pièces au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Rokhaya travaillait comme comptable dans une PME, vivait seule, cuisinait trop d'attiéké et collectionnait les plantes vertes sur son balcon. Elle avait ouvert sa porte sans poser de questions, avait posé la valise d'Aïda dans le salon, et avait dit seulement « Tu restes le temps qu'il faut ». Les premières semaines avaient été les plus difficiles. Non pas à cause de la douleur de l'abandon, Aïda était trop intelligente pour s'y laisser noyer longtemps. Mais à cause de la honte sociale. Les regards dans les couloirs de la clinique où elle consultait encore. Les questions voilées des collègues. La belle famille silencieuse. Les amis communs qui choisissaient leur camp en silence. Aïda s'était concentrée sur ce qu'elle pouvait contrôler. Elle continuait à travailler. 5 jours sur 7, debout 9 heures durant, ventre en avant, stéthoscope au cou, à accoucher les femmes des autres avec des mains qui ne tremblaient jamais. Ses collègues lui demandaient si elle voulait ralentir. Elle répondait « Je ne suis pas malade. Je suis enceinte ». Un soir de janvier, à 38 semaines de grossesse, après une longue garde de nuit, Aïda s'était assise dans la salle de pause de la maternité et avait sorti un carnet bleu de son sac. Elle avait écrit en haut de la première page « Ce que je veux pour mon enfant ». Et sous cette ligne, elle avait tout écrit. La stabilité. La dignité. Un nom qui ne dépende de personne. Un avenir qu'aucun homme ne pourrait effacer d'un mot. Elle avait fermé le carnet. Elle avait commandé son repas. Et pour la première fois depuis des semaines, elle avait mangé lentement, calmement, avec appétit. Son fils était né un vendredi matin de février, sous un soleil dakarois qui transformait l'asphalte en miroir. Elle l'avait appelé Ibrahim, comme son père à elle, le magistrat, l'homme qui lui avait appris que les mots ont un poids et qu'on porte sa parole comme on porte son nom. Ibrahim Kofifol. Elle avait repris son nom de jeune fille et lui avait donné le sien. Moussa n'était pas venu à la clinique. Il avait envoyé un virement bancaire. Le montant exact prévu dans leur contrat de mariage pour les frais d'accouchement. Ni plus ni moins. Propre. Chirurgical. Sans âme. Aïda avait encaissé le virement, remercié mentalement la prévoyance de son père qui avait insisté sur ce contrat, et avait regardé son fils dormir dans le berceau transparent de la maternité. « On va leur montrer », lui avait-elle murmuré. « On va leur montrer comment on se relève ». Les mois suivants avaient été une longue course contre le temps et contre elle-même. Aïda avait quitté la petite clinique privée où elle travaillait comme salariée et s'était associée avec 2 confrères pour ouvrir un cabinet médical à la Médina. Un quartier populaire, dense, vivant, loin du clinquant des Almadies mais proche des gens qui avaient vraiment besoin de soins et n'avaient pas toujours les moyens de les payer. Elle avait développé une réputation. Patiente. Compétente. Disponible à des heures impossibles. Les femmes du quartier l'appelaient Docteur Aïda, avec une affection qui n'avait rien de professionnel et tout d'humain. Son cabinet grandissait. Elle embauchait. Elle formait des sages-femmes. Elle montait des protocoles, des partenariats avec des ONG de santé maternelle. Et pendant ce temps, Moussa Traoré gérait mal. La clinique Traoré avait commencé à péricliter 18 mois après le départ d'Aïda. Le docteur Ibrahima Traoré, le fondateur, avait été un homme de rigueur, de protocole et de relations humaines. Il avait bâti son établissement sur la confiance. Moussa avait hérité du bâtiment, du nom et du compte bancaire. Mais pas de la vision. Les premières erreurs avaient été financières. Moussa avait renégocié des contrats d'équipement médical avec des fournisseurs peu scrupuleux, attirés par des marges. Déguisés en commission. Le matériel était arrivé défectueux. Des plaintes s'étaient multipliées. Ensuite étaient venues les erreurs humaines. Des médecins expérimentés avaient commencé à partir, vers d'autres structures, vers d'autres pays. Moussa les remplaçait par des profils moins exigeants, moins coûteux, moins compétents. La clinique perdait ses accréditations une à une. Et puis le scandale. Un nourrisson était mort dans des conditions que la direction avait tenté d'étouffer. La famille avait porté plainte. La presse avait couvert l'affaire pendant 3 semaines. #Clinique Traoré était devenu un hashtag associé à la négligence et au mensonge. Le conseil d'administration,
composée de l'oncle de Moussa, de 2 associés historiques du père, et d'un représentant des actionnaires minoritaires, avait convoqué une réunion d'urgence. La décision avait été unanime. Moussa Traoré était relevé de ses fonctions de directeur général. Et on avait cherché un successeur. C'est l'oncle Mamadou, un homme de 68 ans, ancien ministre de la Santé, qui connaissait chaque acteur du milieu médical sénégalais, qui avait prononcé le nom. Il y a une femme. Le docteur Aïda Foll. Ancienne épouse de Moussa, je sais. Mais c'est la meilleure dans ce domaine à Dakar aujourd'hui. Ce qu'elle a fait à la Médina en 3 ans, c'est remarquable. Un silence lourd avait pesé dans la salle de réunion. Son ex-femme, avait répété un des associés. La femme qui l'a chassée enceinte, avait rectifié Mamadou avec une précision délibérée. Oui. Et malgré ça, elle a construit quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu bâtir dans les mêmes conditions. Le vote avait été rapide. 5 voix pour. 0 contre. Personne n'avait appelé Moussa pour lui annoncer le nom de son successeur. Il l'avait appris par accident, en lisant un article dans l'Observateur, un mardi matin, assis dans son bureau nouvellement vide. Sa tasse de café était restée en suspens entre la table et ses lèvres pendant une longue minute. Aïda Foll. Directrice générale. Clinique Traoré. Il avait relu la phrase 3 fois. Il avait attendu 2 semaines avant de se présenter à la clinique. 2 semaines de cette humiliation silencieuse qui vous ronge de l'intérieur. Quand on réalise que la personne qu'on a écrasée vous a non seulement survécu mais vous a dépassé d'une distance qu'on ne peut même plus mesurer. Moussa s'était dit qu'il allait y aller pour récupérer des affaires personnelles laissées dans son ancien bureau. Des photos de famille. Le trophée de golf que son père lui avait offert. C'était le prétexte officiel qu'il se donnait à lui-même. La vérité, c'est qu'il avait besoin de la voir. Il était arrivé à 9 heures du matin, en costume gris, cheveux soigneusement coiffés, comme s'il voulait compenser par l'élégance extérieure le désordre intérieur. La réceptionniste, une jeune femme qu'il ne reconnaissait pas, donc nouvelle, l'avait regardé avec un sourire professionnel. « Vous avez rendez-vous, monsieur ? » Non. Je viens récupérer des effets personnels. Je m'appelle Moussa Traoré. » Un court silence. La fille avait tapé quelque chose sur son clavier. « Je vais prévenir la directrice. » La directrice. Dans sa clinique. Dans la clinique de son père. Moussa avait attendu debout dans le hall. Personne ne lui avait proposé de s'asseoir. Il avait regardé autour de lui. Les murs avaient été repeints. Un vert sage et apaisant remplaçait le blanc froid qu'il y avait laissé. Il y avait des plantes dans les coins. Une musique douce, presque imperceptible. Une odeur différente, plus propre, ou peut-être simplement moins chargée d'anxiété. Et puis il avait entendu ses pas. Il les avait reconnus avant de la voir. Ce rythme calme et décidé, ni pressé ni nonchalant, le pas de quelqu'un qui sait exactement où il va et pourquoi. Aïda était apparue au bout du couloir. Tailleur blanc cassé. Cheveux noués en arrière avec une sobriété élégante. Pas de bijoux ostentatoires, juste une montre fine au poignet gauche et les boucles d'oreilles en or que sa mère lui avait offertes pour sa thèse. Son badge se balançait légèrement à sa poitrine. Dr Aïda Foll, directrice générale. Elle l'avait vu. Et elle n'avait pas ralenti d'une fraction de seconde. Moussa. Une syllabe. Son prénom. Prononcé ni avec chaleur ni avec hostilité. Avec la neutralité froide de quelqu'un pour qui la blessure était si ancienne qu'elle était devenue cicatrice. Aïda. Suis-moi. Elle l'avait conduit dans ce qui était autrefois son bureau à lui. Elle s'était assise derrière le bureau de son père, maintenant le sien. Elle avait croisé les mains sur le plateau de bois et l'avait regardé debout, de l'autre côté. Elle ne lui avait pas proposé de s'asseoir. Moussa avait compris le message. « Je voulais récupérer quelques affaires », avait-il commencé. « Elles ont été emballées et entreposées. Je te les ferai livrer cette semaine. Et, je voulais te parler. Parle. » Il avait cherché ses mots. Cet homme qui avait toujours eu une répartie facile, un argumentaire prêt, une justification pour tout. Il cherchait ses mots face à cette femme assise dans son fauteuil de cuir. « Ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de tes regrets, Moussa. Je ne viens pas te demander pardon. Bien. Parce que ça ne changerait rien. » Silence. Ibrahim,
avait-il dit finalement. Comment va-t-il? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu entrer, quelque chose avait changé sur le visage d'Aïda. Pas de la douceur. Quelque chose de plus complexe. La vigilance d'une mère face à une menace potentielle. Ibrahim va très bien. Est-ce que je peux le voir? Tu aurais dû te poser cette question il y a 3 ans. Aïda. Cette conversation n'est pas professionnelle. Si tu as une demande concernant Ibrahim, contacte mon avocat. Si tu as une demande concernant la clinique, prends rendez-vous avec mon assistante. Si tu n'as rien d'autre, je te souhaite une bonne journée. Elle s'était levée. Elle lui avait tendu la main. Pas une accolade, pas une étreinte, une poignée de main formelle, professionnelle, définitive. Moussa l'avait regardée. Il avait cherché dans ses yeux la femme qui pleurait dans la cuisine, la femme qui suppliait qu'on l'entende, la femme qu'il avait cru pouvoir effacer d'un mot. Il n'avait trouvé que la directrice générale. Il avait serré sa main et était parti. Ce que Moussa ignorait, ce que la plupart des gens ignoraient, c'est qu'Aïda avait passé la nuit précédant leur rencontre assise au bord du lit d'Ibrahim. Son fils dormait, 2 ans et demi, ses petites mains ouvertes sur l'oreiller comme 2 étoiles de mer. Aïda l'avait regardé longtemps dans l'obscurité apaisante de la chambre, une main posée sur son dos qui se soulevait régulièrement. Elle savait que Moussa allait venir. Son assistante l'avait prévenue. Et pendant cette nuit, elle avait laissé passer tout ce qu'elle avait gardé enfermé depuis 3 ans. La colère. Elle l'avait laissé remonter. L'humiliation du soir de novembre, la pluie sur le taxi, la valise dans le couloir de l'appartement de Rokhaya. Elle avait laissé tout ça traverser son corps comme une vague. Et puis elle avait regardé son fils. Ibrahim. Qui n'avait jamais manqué d'aucune tendresse. Qui riait facilement, qui posait 1000 questions sur les oiseaux et les nuages et les fourmis. Qui dormait serein parce que sa mère s'était battue pour que rien ne trouble sa sérénité. La colère s'était retirée comme la vague se retire de la plage. Pas le pardon, ça, c'était une autre histoire, une histoire pour plus tard peut-être, ou peut-être jamais. Mais la paix. La paix avec elle-même, avec ce qu'elle était devenue, avec ce que la douleur avait construit. Parce que sans ce soir de novembre, sans cette valise, sans cette pluie, elle n'aurait jamais eu le courage de partir. Elle aurait continué à réduire sa lumière. Elle aurait continué à nourrir l'ombre de quelqu'un qui ne méritait pas tant d'espace dans sa vie. La chute l'avait libérée. Le lendemain matin, elle avait déposé Ibrahim chez sa mère. Une femme de 60 ans avec des bras larges et un rire tonitruant qui avait demandé à Allah pourquoi il avait envoyé une si bonne fille à un si mauvais homme, puis avait décidé d'arrêter de se poser la question et de simplement prendre soin de deux à la place. Et Aïda était arrivée à la clinique à 7h30. Elle avait réuni son équipe de direction. Présenté les priorités du trimestre. Signé 3 nouveaux contrats de partenariat. Assisté à une réunion de protocole avec le ministère de la Santé. Et quand Moussa Traoré était apparu dans son hall à 9h, elle était prête. Non pas armée. Prête. Il y a une différence. L'armement suppose l'ennemi. La préparation suppose soi-même. 3 semaines après la visite de Moussa, la clinique Traoré avait obtenu sa recertification nationale. Une cérémonie sobre, dans la grande salle de conférence que feu le docteur Ibrahima Traoré avait construite pour les formations continues. Le ministre de la Santé avait fait le déplacement. Des confrères. Des journalistes. L'oncle Mamadou, qui avait essuyé une larme discrète pendant le discours d'Aïda. Elle n'avait pas parlé d'elle. Elle n'avait pas raconté ce qu'elle avait traversé. Elle avait parlé des équipes soignantes. Des patientes. Des protocoles. Des chiffres qui montrent qu'une clinique peut être rentable et humaine en même temps. À la fin, une jeune interne, 25 ans, cheveux tressés, regard sérieux, l'avait abordée dans le couloir. Docteur Foll. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Comment vous avez fait pour revenir ici, dans cet endroit, après tout ce qui s'est passé? Aïda l'avait regardé un moment. Je ne suis pas revenue. Je suis arrivée. Pour la première fois vraiment. La jeune femme avait froncé les sourcils, cherchant à comprendre. Avant, j'étais ici par extension de quelqu'un d'autre. Son nom, sa clinique, son espace. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai décidé d'être ici. C'est une différence fondamentale. L'interne avait hoché la tête lentement. Et lui? Il vous manque?
Aïda avait souri, un sourire vrai, sans trace d'amertume ni de performance. Ce qui me manquait, c'était la version de moi-même que j'avais mise en veille pour lui. Et cette version-là, je l'ai retrouvée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, son propre appartement maintenant, 3 pièces lumineuses à la corniche avec une vue sur l'Atlantique qu'elle payait avec son propre salaire. Elle avait retrouvé Ibrahim en train de dessiner avec sa grand-mère. « Maman !» avait-il crié en levant la tête. Elle l'avait pris dans ses bras. Elle avait senti son odeur de crayon et de biscuits au gingembre. « Tu as fait une belle journée ?» lui avait-elle demandé. « J'ai dessiné l'hôpital. » Il lui avait tendu la feuille. Un grand rectangle avec des fenêtres jaunes et une porte rouge. Et sur le dessus, en lettres maladroites de 2 ans et demi à peine formées, « Mama ». Elle avait posé le dessin sur la table de la cuisine. Et pour la première fois depuis très longtemps, depuis le soir de novembre, depuis la valise, depuis la pluie, elle avait pleuré. Mais pas de douleur. De victoire. Moussa Traoré avait quitté Dakar 6 mois plus tard. Il travaillait maintenant dans une ville de province, dans une structure sans nom ni prestige. La femme pour laquelle il avait tout sacrifié l'avait quitté aussi, jeunesse impatiente, elle avait cherché un autre homme avec une situation plus stable. Il avait envoyé un message à Aïda un soir de Ramadan. Un seul message. 2 lignes. Je comprends maintenant ce que j'ai fait. Je suis désolée. Elle l'avait lu. Elle avait posé son téléphone. Elle avait regardé Ibrahim jouer sur le tapis du salon. Elle n'avait pas répondu. Pas par rancœur. Par clarté. Parce que certaines portes fermées ne doivent pas être rouvertes, non par vengeance, mais parce que ce qui se trouve derrière n'est plus nécessaire à la vie qu'on a construite. La clinique Traoré, rebaptisée Clinique Espoir Traoré sous la direction d'Aïda, avait doublé sa capacité d'accueil en 2 ans. Elle ouvrait une antenne à Ziguinchor. Elle formait des médecins ruraux. Elle publiait dans des revues médicales africaines. Et chaque matin, en poussant la porte de son établissement, en voyant la plaque dorée à l'entrée, le docteur Aïda Foll pensait la même chose. Non pas, je leur ai montré. Mais, je me suis montré à moi-même ce dont j'étais capable. C'est ça la vraie victoire. On ne mesure jamais la force d'une femme au moment où on la brise. On la découvre le jour où elle revient. Et où on réalise qu'on s'est détruit soi-même.